Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour faire la vidéo de cours de tuning Megasquirt numéro 4. Alors, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo sans avoir vu aucune des vidéos que j'ai faites auparavant, je vous conseille d'aller regarder toute la série des vidéos de tuning de Megasquirt, donc la 1, la 2, la 3, avant de me poser des questions sur lesquelles j'ai déjà traité auparavant dans les autres vidéos. Comme ça m'évitera de faire des doublons et de vous expliquer 10 fois les mêmes choses. J'aime avoir de la conversation, mais disons, à force, j'explique plus ou moins toujours les mêmes choses aux personnes qui me contactent pour avoir de l'aide. Donc, s'il vous plaît, regardez toutes les vidéos. Et en plus, les vidéos aussi de tuning sur Megasquirt que j'ai faites avant, et les vidéos sur sur ma MX5, parce que sur ma MX5, quand j'ai fait des vidéos, j'ai expliqué beaucoup de choses concernant la Megasquirt. Donc regardez toutes ces vidéos, elles sont bourrées d'informations très utiles sur les Megasquirt. Et si vous avez tout de même encore des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Via Facebook, je réponds assez rapidement en règle générale. Donc n'hésitez pas à me contacter sur la page Yaban Racing de Facebook. Donc je vous répondrai sans aucun souci, avec plaisir. Donc maintenant, on va parler aujourd'hui de quoi? Eh bien aujourd'hui, on va parler de 3 choses. Donc ce sera les injecteurs, les bobines d'allumage et le capteur FlexFuel. Donc je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les injecteurs. Je vais vous montrer tout de suite avec ma petite caméra quelques injecteurs que j'ai là posés sur l'établi. On va essayer de les voir d'un peu plus près. Donc ici, j'ai donc les injecteurs dont je vous parlais. Ils sont classés par taille. Ça, c'est un origine Mazda MX5. Donc il fait 212 cm3 minute. Donc les injecteurs, leur débit est exprimé soit en livres par minute, soit en centimètres cubes par minute. Donc comme on est européen, on va parler en centimètres cubes par minute. Donc celui-ci débite sous une pression de 3 bars. Alors sachez que les injecteurs, quels qu'ils soient, c'est quasiment toujours des pressions exprimées, des débits exprimés à 3 bars. Donc quel que soit votre débit, ce sera toujours avec 3 bars de pression sur le rail d'alimentation. Donc là, on a un 212 cm3 minute. Là, on a un 350 cm3 minute. Là, on a un 440 cm3 minute. Là, on a un soi-disant 440, mais il est plutôt aux alentours des 500, parce que j'ai une machine là-bas, dans le coin, pour tester les injecteurs. Donc, moi, je les teste pour savoir quel débit ils ont. Donc, celui-ci, c'est à 750 cm3 minute. Donc celui-ci, je vous l'ai dit, il est un peu plus que 440. Donc ceux-là, c'est censé être la même chose, mais en fait, ceux-là, il débite plutôt 500 cm3 minute. Et celui-ci, c'est un énorme. Celui-ci, c'est un 850 cm3 minute. Alors, quelle est la particularité de tous ces injecteurs que vous voyez ici alignés là? Eh bien, c'est pas compliqué. Pour brancher des injecteurs sur une Megasquirt, on aura 2 grandes familles d'injecteurs. On aura les injecteurs basse impédance et les injecteurs haute impédance. Alors, qu'est-ce qu'un injecteur basse impédance? Déjà, qu'est-ce qu'une impédance? Alors, l'impédance d'un injecteur, eh ben c'est pas compliqué. Je vais poser la caméra et je vais vous expliquer tout de suite. L'impédance d'un injecteur. Qu'est-ce que l'impédance d'un injecteur? Alors, l'impédance d'un injecteur est exprimée en ohm. Ohm. Ok. Voilà le symbole ohm. Oui, vous le voyez bien. Vous devriez le voir. Donc en ohm. O-H-M. Voilà. Mais ce n'est pas une résistance interne. Donc vous ne prenez pas votre injecteur et vous ne mesurez pas la résistance entre les 2 bornes ici, là. Parce que ça, c'est pas l'impédance d'un injecteur. Donc mesurer la résistance là aux 2 bornes, c'est 0, c'est pas l'impédance, c'est la résistance interne de l'injecteur. Donc l'impédance, c'est quoi? L'impédance s'exprime toujours en ohm, mais on va dire
le signe de l'impédance c'est Z. Ok, donc c'est Z. Z, c'est l'impédance. Ok, impédance. Alors j'ai écrit comme un cochon. Je vais écrire ça plus proprement. I M P E D A N C E. Voilà, impédance. Qu'est-ce que l'impédance d'un circuit? Parce que tous les circuits électriques ont une impédance. Eh bien, l'impédance, c'est la résistance au passage du courant dans un circuit. Donc, quand on vous dit un circuit haute impédance, eh ben, c'est un circuit qui résiste très fortement au passage du courant. Et quand on vous dit un circuit basse impédance, c'est un circuit qui résiste absolument pas au passage du courant. Maintenant, sur nos injecteurs, comment ça se traduit? Eh bien, ça se traduit de la façon suivante. Les injecteurs que moi j'ai eu l'occasion de voir, ça variait entre 8 ohms et 18 ohms. Ça c'est ce que moi j'ai eu l'occasion de voir, hein, les impédances au niveau des injecteurs. Un injecteur basse impédance, c'est de 8 ou moins hein, à 10. Donc de 8 à 10 ohms d'impédance. Donc impédance Z, hein, pas impédance ohm. Impédance résistance au passage du courant. Donc de 8 à 10 ohms, ce sera des basses impédances. Et tout ce qui est supérieur à 10 ohms, donc 10 à 18 par exemple, hein, 18, et ben ce sera des injecteurs haute impédance. Haute Z impédance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est pas compliqué. Les injecteurs basse impédance, donc tout ce qui est ici de ce côté là, si vous leur mettez du 12 volts en continu, eh bien ils vont cramer. Parce que ici à l'intérieur donc, de nos injecteurs, il y a quoi? Il y a un petit bobinage, donc c'est un électroaimant. Hein. C'est un électroaimant qui vient aspirer un noyau plongeur, et le noyau plongeur laisse passer le carburant ou ne le laisse pas. Donc je vais vite vous faire un petit schéma. Alors un injecteur, eh ben, c'est un truc comme ça. Il y a un pointeau ici, qui vient fermer le trou. Hop, hop. Ici il y a une bobine. Le carburant passe quelque part là, sur les côtés je crois. Et en fait, donc la bobine est reliée à l'extérieur par le connecteur. Et ici, on vient envoyer le carburant là par le rail. Et quand on envoie du courant électrique, eh ben, le pointeau ici est repoussé vers le haut. Et laisse tout simplement passer le carburant là des deux côtés à travers notre buse qui est au bout. Voilà. Donc voilà, ça c'est comment fonctionne un injecteur basiquement. On m'a déjà demandé s'il y avait une polarité particulière sur les injecteurs. Alors si vous cherchez donc dans la documentation Bosch, on va vous dire qu'il y a une polarité. Ils vont vous indiquer, parce que les prises des injecteurs, là, ici les prises, ils ont des petits doigts là, ici et là. Et ces petits doigts permettent de mettre la prise dans un certain sens. Donc ils ont théoriquement une polarité. Mais en fait, en réalité, on peut les brancher dans n'importe quel sens et ils marchent quand même. Ils s'ouvrent et ils se ferment quand même, quel que soit le sens dans lequel on les branche. Si quelqu'un ne me croit pas, je vous ferai une démonstration, un de ces quatre, sur la machine à tester les injecteurs. Que je les branche à l'endroit ou à l'envers, ça ne fait strictement aucune différence sur leur fonctionnement. Et ils fonctionnent à l'endroit et à l'envers de la même manière. Peut-être certains injecteurs ne fonctionnent pas comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas vu tous les injecteurs de la planète, mais tous ceux que j'ai eu entre les mains, que je les branche à l'endroit ou à l'envers, fonctionnent tous de la même manière. Voilà. Donc, la polarité,
comme je vous l'ai dit, il y en a une, cherchez dans les documentations des injecteurs si vous voulez la respecter. Moi je les branche n'importe comment, ça m'est égal. Voilà, j'essaye de respecter la polarité qui est marquée dans les docs, hein. Mais disons, si je ne la trouve pas, je me casse pas la tête, je mets le plus d'un côté et le moins de l'autre, et je les câble tous pareil sur le même moteur, tout simplement. Donc j'en étais où? Donc vos injecteurs basse impédance Z, donc impédance, et bien ceux-là, si vous leur balancez du 12 volts en continu, donc si vous les branchez là, vous branchez ici là, du 12 volts en continu, donc vous bazardez du 12 volts de votre batterie ou n'importe, et bien les injecteurs basse impédance, le bobinage à l'intérieur qui fait s'ouvrir le solénoïde, et bien il va cramer, parce qu'il ne supporte pas la tension maximum. Ensuite les injecteurs haute impédance, donc haute impédance, voilà. Eh bien, si vous utilisez des injecteurs haute impédance, vous pouvez leur balancer du 12 volts sans aucun problème. Ils supporteront d'être branchés en direct sur une batterie, ils vont s'ouvrir et se fermer sans aucune espèce de fatigue. Après, si vous les laissez brancher peut-être pendant 1 heure, il y aura peut-être un échauffement, ils vont griller, j'en sais rien, j'ai jamais fait le test. Mais en gros, les injecteurs haute impédance, c'est ce que vous voulez utiliser. Donc si vous choisissez un injecteur, faites en sorte qu'il soit au-dessus de 10 ohms. L'impédance, hein, pas la résistance mesurée au borne, et donc au-dessus de 10 ohms. Moi je l'ai choisi 11, 12, 13. 11, 12, 13, hein, c'est ce que vous avez là sur la table. Ils sont tous au-dessus de 11, je crois. 11, 12, 13, c'est ce qu'il y a là sur la table. C'est ce que beaucoup de constructeurs d'injecteurs font. Donc 11 ohms, 12 ohms, 13 ohms. Il y aura 16 ohms, 18 ohms. Il y aura des impédances diverses, mais tout ce qui est au-dessus de 10 est ce que l'on veut utiliser avec une mégasquirt. Donc quand vous sélectionnez votre injecteur, soyez sûr que ce soit un injecteur haute impédance. Alors, il faut savoir que les mégasquirt 2, mégasquirt 3, mégasquirt Pro ont sur les drivers d'origine, donc sur les deux drivers d'origine, mégasquirt 2, mégasquirt 3, ont des circuits de limitation du courant. Donc ce sont des circuits qui permettent d'utiliser des injecteurs basse impédance, parce que ça existe encore dans certains, je ne sais pas si maintenant de nos jours ils les font encore, mais sur certains vieux véhicules il existe des injecteurs basse impédance. Donc en gros on va la mégasquirt a une fonction qui permet sur les drivers d'origine, donc sur les deux drivers d'origine de la mégasquirt 2 et de la mégasquirt 3, permettent d'utiliser des injecteurs basse impédance, donc avec une limitation de courant. Voilà. Donc moi perso, hein, si je choisis des injecteurs, je fais une croix sur les basses impédances, je prends que des hautes impédances. Comme ça, je suis tranquille, je peux leur bazarder le courant à fond et j'ai pas de problème, ils risquent pas de cramer. Voilà. Donc maintenant, on a parlé de l'impédance et du fonctionnement rapide d'un injecteur. Hein. Donc un solénoïde avec une bobine qui ouvre un pointeau et qui laisse pisser le carburant. Je vais effacer tout ça. Donc on a vu tout ce qui était impédance des injecteurs. Maintenant, sélectionnez la taille de votre injecteur. Un injecteur c'est difficile à sélectionner parce que ça dépend beaucoup de votre montage. Si vous faites un montage full batch, un montage semi-séquentiel ou un montage 100% séquentiel, eh bien la taille des injecteurs que vous allez choisir n'est absolument pas la même. Et il faudra vraiment faire attention de très bien choisir vos injecteurs parce que ça peut tout de suite devenir critique. Si vous les choisissez trop petits, eh bien vous n'arriverez pas, par exemple sur un moteur turbo, à injecter suffisamment de carburant dans votre moteur pour que l'AFR reste suffisamment riche et que vos pistons gardent leur intégrité. Parce que si votre AFR est trop bas, c'est-à-dire trop pauvre, donc trop haut, si votre AFR monte au-dessus des 12 en moteur turbo, vous êtes déjà dans la catastrophe qui arrive très rapidement. Donc, comment choisir une taille d'injecteur? Eh bien, déjà, il va falloir que je vous explique une chose. Un injecteur, quand on lui envoie du courant, 12 volts,
parce qu'on va parler que d'injecteurs haute impédance. Si quelqu'un a des injecteurs basse impédance, qu'il me fasse un message, je lui expliquerai comment ils fonctionnent. Donc on va lui balancer du 12 volts, et sachez que entre le moment où la Megasquirt dit « tu dois injecter du carburant », donc elle va lui dire « tu injectes du carburant », et entre le moment où le carburant va se mettre à couler là devant par la buse, eh bien il y aura un délai. Ce n'est pas instantané, hein. Parce que déjà, le carburant qui arrive dans la ligne de carburant ici va mettre un certain temps à se déplacer, à sortir par la buse. Et deuxièmement, eh ben, quand on envoie du 12 volts à un injecteur, le temps que l'électricité passe dans le bobinage ici et fasse se lever le pointeau, eh ben, il y a un petit délai. Alors ça se joue en millisecondes, hein. Ça se joue en millisecondes. La majeure partie des injecteurs ici, sont entre 0,8 millisecondes et 1,3 millisecondes. Moi, c'est ce que j'ai pu voir sur les datasheets des injecteurs, donc 0,8 à 1,3. Par exemple, les Denso, là, si on prend les Denso, en règle générale, c'est 1,2 millisecondes. Voilà. Donc, ça, c'est le temps qu'ils mettent entre le moment où on leur envoie du courant électrique et entre le moment, effectivement, où l'injecteur se met à couler du carburant. Donc, si vous avez un injecteur, imaginons vous faites un 4 cylindres, 2 litres, ok, et vous faites un full batch, donc tous les 4 injecteurs reliés en un, donc tous les 4 injecteurs sur le même driver, 2 litres, et vous voulez, je sais pas moi, 140 chevaux. Donc vous devez injecter 4 fois par tour. Et bien pour injecter 4 fois par tour, la quantité de carburant que vous allez être obligé d'injecter avec votre injecteur sera très très petite parce qu'elle sera divisée par 4. Donc on va diviser par 4 la quantité de carburant, donc 4 injections par cycle. Et bien on va diviser par 4 la quantité de carburant que l'on va injecter dans notre moteur. Comme on va diminuer par 4 la quantité de carburant que l'on injecte dans votre moteur, et bien si vous utilisez, mettons un 500, j'en sais rien, j'ai pas fait le test, je saurais pas vous dire, du full batch, j'en fais jamais. Moi je fais que minimum du semi-séquentiel et la plupart du temps du séquentiel. Donc si on prend un full batch 500 cm3 cc par minute, donc 4 cylindres, 2 litres, 500 cm3 par minute, et qu'on calcule le rec fuel, REQ, c'est la quantité de carburant dont on a besoin pour le moteur à 100% de VE table, donc moteur à fond, enfin 100% de VE table, donc le rec fuel, on va le calculer, et ben on aura des chiffres qui seront très bas, de l'ordre de, je ne sais pas moi, 3 millisecondes, 4 millisecondes ou 5 millisecondes. Et bien si vous avez des injections à VE 100% de 5 millisecondes, vous risquez d'avoir des problèmes quand vous êtes au ralenti. Tout simplement parce que quand vous êtes au ralenti, la quantité de carburant que va injecter votre injecteur là, eh bien, sera si faible que la Megasquirt, elle va ouvrir l'injecteur un temps tellement court, donc elle va l'ouvrir moins de 2 millisecondes, donc si elle l'ouvre moins de 2 millisecondes, eh bien, l'injecteur aura à peine le temps de s'ouvrir, qu'il voudra déjà se refermer, parce que 2 millisecondes, nous, comme on a déjà 1,2 millisecondes pour qu'il s'ouvre, eh ben, c'est 1,2 millisecondes pour que l'injecteur s'ouvre, et que notre pulse wide est de 2 millisecondes, eh ben, on aura des problèmes de tuning sur le ralenti, parce que notre injecteur va mettre 1,2 millisecondes à s'ouvrir, voudra rester 2 secondes ouvert, 2 millisecondes, millisecondes, voilà, 1,2 millisecondes, il voudra rester 2 millisecondes ouvert, et ensuite il mettra 1,2 millisecondes à se refermer. Donc ça c'est la théorie dans le meilleur des mondes. Le firmware Megasquirt, lui,
il estime que pendant ces 1,2 millisecondes, l'injecteur n'injecte rien. Mais comme le meilleur des mondes, hein, la théorie, ça n'existe pas vraiment, et qu'en réalité, durant ces 1,2 millisecondes de temps d'ouverture de l'injecteur, ça va commencer gentiment à pisser. Comme ça va commencer gentiment à pisser, vous n'aurez pas un réglage de votre carburant qui sera optimal au ralenti, avec des injecteurs trop gros sur un full batch 4 cylindres par exemple. Donc il faut bien sélectionner. Il faut bien sélectionner un injecteur et sa taille pour ne pas avoir des temps d'injection moins de 2 millisecondes au ralenti, parce que sinon ça va devenir problématique à tuner. Après, si vous voulez tuner super riche au ralenti, hein, super riche, genre, je sais pas moi, vous mettez du 10 au ralenti, 10 sur 1 à FR, hein, 10 sur 1 à FR au ralenti, vous aurez des temps d'injection qui seront un peu plus longs que vos 2 millisecondes, et ça va compenser le fait d'avoir des 500 cm3 par exemple, sur un 4 cylindres full batch. Mais, si vous voulez moins consommer, et que vous mettez une méga squirt dans l'optique de consommer moins de carburant et de tuner pour l'économie, ce genre de truc, injecteur trop gros avec des temps d'injection au ralenti qui sont à 2 millisecondes ou voire moins ou voire un peu plus, vous allez avoir des problèmes, vous injecterez pas la bonne quantité de carburant et donc vous allez vous retrouver avec une injection qui consommera plus que ce qu'elle devrait consommer, juste parce que vous avez mal sélectionné vos injecteurs. Donc la science des injecteurs, hein, c'est un peu compliqué, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, il faut choisir les bons injecteurs pour les bons moteurs. Par exemple, si maintenant je prends un 850cc, ce que je vais certainement être obligé de faire sur le moteur 1,6 litre turbo que je suis en train de faire là. Donc si je prends un 850cc comme ça, et que c'est le seul injecteur que j'ai, ma seule chance de le faire fonctionner correctement, c'est de le mettre en séquentiel. Donc si je mets un 850cc en séquentiel, j'ai peut-être une chance de ne pas être en dessous des 2 millisecondes, parce que lui, il n'injectera qu'une seule fois. Donc comme il n'injectera qu'une seule fois, il va s'ouvrir et il va se fermer qu'une seule fois en un cycle moteur, et donc je pourrais gérer un petit peu mieux mon ralenti avec un 100% séquentiel qu'avec un full batch ou un semi-séquentiel. Donc ça, hein, des gros injecteurs comme ça, j'aime pas faire ça, c'est-à-dire sur un moteur très puissant. Quand je parle d'un moteur très puissant, c'est un 1,6 litre 500 chevaux par exemple. Et je n'aime pas mettre qu'une seule série de gros injecteurs, parce que ça devient merdique pour faire de l'économie sur les petites injections. Donc ça, là, ça devient merdique. Si vous avez des gros injecteurs comme ça, sur une injection semi-séquentielle, par exemple, vous avez des problèmes à tuner le ralenti. Voilà, après, il y en a qui se contentent de n'importe quoi, hein. Tout le monde va se contenter de n'importe quoi, tant que la voiture elle marche et que ça fait bam bam bam, oh putain, il y a des chevaux, c'est super, c'est génial. Eh ben non, moi je mets des gestions moteurs pour qu'elles soient bien tunées, et parce que même en ayant 500 chevaux, et dans les petites accélérations, le ralenti, et toutes ces choses-là, je veux qu'elle consomme le moins de carburant possible. Donc quand je veux qu'elle consomme le moins de carburant possible, j'optimise. Donc j'optimise mon montage méga squirt au maximum pour pouvoir avoir les chevaux et la consommation. Parce qu'une gestion moteur programmable, je vous le rappelle, a été inventée pour remplacer les carburateurs qui ont des gestions du carburant très approximatives. Donc pour diminuer la consommation, il faut faire attention à tous ces petits détails au niveau des injecteurs. Donc la solution, hein, par exemple, une fois que j'aurai fini de vous préparer ce 1,6 litre qui sera d'une puissance modeste, 250 chevaux, c'est à peu près ce que j'estime qui va sortir, 250 chevaux sur un 1,6 litre, c'est quasiment pas de chevaux, hein, ça, on va les pousser jusqu'à 500 sans aucun problème. Donc après je ferai un 1,8 litre turbo, donc je vous ferai une injection étagée. L'injection étagée, donc deux injecteurs par cylindre, hein, tout simplement. Donc
avec ça. Enfin, pas avec ça exactement, parce que sur MX5 NB, donc 1,8 litre, et on a un set d'injecteurs qui est directement sur la culasse, donc les ports d'injecteurs sont directement sur la culasse. C'est là que je vais installer le premier set d'injecteurs, qui restera d'origine ou pas loin de l'origine, donc peut-être des 500 cc, pour pouvoir quand même tuner un séquentiel sur les phases de ralenti et sur les petites phases, et sur les ports, donc des entrées des papillons multiples, et bien je mettrai des gros injecteurs, peut-être des 800 cc ou quelque chose comme ça, pour essayer de sortir le maximum de chevaux possible. Voilà. Donc en fait, l'injection étagée, donc avec plusieurs sets d'injecteurs sur le même cylindre, c'est la solution choisie quasiment par tous les gens qui font de la compétition à haut niveau, pour la simple et bonne raison qu'en compétition, on vous demande de respecter une certaine consommation des véhicules de sport, et pour respecter une consommation la plus juste possible, eh ben, vous êtes obligé d'avoir des petits injecteurs primaires. Donc je sais pas, moi vous mettez des 300, des 400, des 200, voilà. Donc vous mettez une première série de petits injecteurs pour tuner très finement le moteur quand les demandes d'accélération sont faibles. Et ensuite, eh ben, vous mettez un deuxième set d'injecteurs, je sais pas moi, des 500 ou des 850 ou des 750 comme ça là. Et donc après, avec les gros injecteurs, eh bien, vous injectez le carburant massivement quand vous demandez la puissance maximum pour pouvoir avoir la FR que vous souhaitez. Donc ceci étant dit, voilà, je viens de vous expliquer à peu près les contraintes que l'on a sur les injecteurs, sur les différents montages Megasquirt. Franchement, si c'est pour un petit montage à la con, des sets d'injecteurs, voilà, des normaux, même si le ralenti il n'est pas facile, ça devrait faire le boulot. Mais si vous êtes compétiteur automobile et que vous devez taper la consommation et qu'on vous demande dans votre règlement de taper la consommation, et ben vous n'aurez pas le choix. Par exemple, la dernière fois, qu'est-ce que j'ai vu? Une 406 de circuit. Une 406 de circuit avec un moteur préparé atmosphérique. En atmosphérique, hein, pas en turbo. Eh bien, il y avait deux sets d'injecteurs sur les corps de papillon, parce que c'était un moteur papillon multiple, avec deux sets d'injecteurs, et donc c'était une injection étagée, et ça permet d'avoir des injecteurs fins pour tuner le ralenti, et des gros injecteurs pour la puissance maximum. Et bien voilà, donc vous voyez que je ne suis pas le seul à faire ce genre de choses. En fait, tous les véhicules de compétition utilisent les genres technologies d'injection étagée, donc avec des petits injecteurs en primaire et des gros injecteurs en secondaire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a beaucoup de tuneurs qui ne connaissent pas toutes ces choses-là, qui disent on s'en fout totalement, parce qu'ils en ont rien à foutre que la voiture du client, elle consomme à mort ou pas. Ils ont les chiffres sur le banc dynamométrique, ils ont les gros chevaux, oh putain, j'ai les 500 chevaux, mais le truc ça consomme à crever. Mais on s'en fout, c'est une voiture préparée. Mais non, on s'en fout pas, parce qu'on arrive à faire des chevaux sans consommer. Enfin, sans consommer, n'exagérons rien, mais disons en limitant la consommation sur les phases où on n'est pas en train d'accélérer à fond. Voilà. Donc on a fini l'explication à peu près sur les injecteurs, sur leur taille, sur les problèmes de temps d'ouverture et de temps de fermeture, donc sur le dimensionnement. Hein. Le dimensionnement, je vous ai mis sur mon forum, cherchez dans les pages du forum, il y a un tableau à peu près avec les puissances, le nombre de cylindres et la taille des injecteurs. C'est assez fiable pour du carburant standard, donc pour du sans-plomb et des choses comme ça, c'est fiable. Vous pouvez vous baser là-dessus. Et maintenant, on va passer sur les bobines d'allumage. Alors je vais repasser comme avant avec la caméra à la main. Je vais essayer de vous faire ça. Alors, maintenant pour ce qui est des bobines d'allumage. Alors ici, j'en ai 2-3 types différents. Et alors, celle-ci, on va commencer par celle-ci. Hein.
Ça c'est une bobine de 306 XSI. Donc celle-ci, je l'ai démontée sur une 306 XSI, c'est beaucoup utilisé sur les Peugeot. Donc c'est une bobine qu'on appelle jumeau statique. En fait, ça consiste à une bobine à droite, une bobine à gauche, qui sont tout simplement montées sur le même bloc et qui ont deux sorties. Donc en fait, quand vous avez ça, et ben c'est pour du étincelle perdue. Donc là, vous avez une étincelle sur deux fils quand le premier driver donne une étincelle, et une étincelle sur deux fils quand le deuxième driver donne sur le deuxième fil. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le câblage des bobines d'allumage. Je vous conseille d'aller les regarder. Et donc vous aurez tous les câblages possibles et imaginables des bobines d'allumage. Donc la suivante à côté, ça. Donc ça vient d'une 306 S16. Alors ça, c'est comment dire, c'est l'ancêtre de la bobine crayon. Parce que ça, c'est ni plus ni moins qu'une bobine unique. Donc une simple bobine qui a été posée directement sur la bougie d'allumage et qui est alimentée là via les trois fils. C'est une bobine classique. Hein. Voilà. Donc ça, c'est des vieilles bobines de 306 S16. Voilà. Et ça, la dernière. Alors celle-ci, je sais pas si on va voir. Donc il y a 4 connecteurs là à l'intérieur. Alors cette bobine, c'est une D585 General Motor. Voilà. Donc ce type de bobine, c'est ce avec quoi j'aime bien bosser. Parce qu'il y a des fils de bougie. Donc quand vous voulez démonter rapidement les bougies, vous avez un fil de bougie, vous débranchez, vous rebranchez. J'ai tendance à ne pas aimer les bobines crayon du fait que quand vous avez une bobine crayon, et ben à chaque fois que vous voulez démonter la bougie, vous êtes obligé de démonter les bobines crayon de dessus de la bougie. Souvent elles sont boulonnées sur la culasse, et il y a le faisceau électrique qui est casse-couille, hein, qui est casse-couille à enlever. Donc voilà. Alors il y a certaines bobines crayon qui sont très très performantes. Hein. Par exemple, vous prenez des bobines crayon de Nissan Skyline R35, donc les toutes dernières générations de bobines crayon de Nissan Skyline, donc les GTR R35, et elles sont vraiment démentielles en termes de courant électrique, un peu comme celle-ci là. Ça c'est des bobines General Motor, donc de moteur LS, donc de V8 américain. Les bobines Nissan sont encore plus dimensionnées que les bobines de V8 américains là, et elles sont capables, hein, les bobines de GTR sont capables de faire tourner des moteurs qui ont 2-3 000 chevaux sans aucun problème, et vous n'aurez pas de problème d'allumage avec ces bobines. Donc celle-ci, c'est à peu près pareil. Vous aurez la puissance de l'allumage nécessaire pour pouvoir faire tout ce que vous voulez. Il y a une autre version de cette bobine qui est un petit peu différente, avec une sortie sur le côté, qui est parfois plus facile à installer sur certaines configurations, sur certaines culasses, mais en gros à l'intérieur c'est à peu près les mêmes. Alors les différences entre ces trois bobines, eh bien je vais vous faire un petit schéma au tableau, on va y aller tout de suite, voilà. Hop. Alors, les différences entre ces trois bobines, eh bien la première, jumeau statique. Alors il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une bobine jumeau statique et comment la câbler, et surtout, ils ne comprennent pas comment faire l'interface entre une méga squirt et entre une bobine. Donc, on va dire que ça c'est une méga squirt. Là, on va dire qu'il y a 4 drivers. Hein, méga squirt 2, 4 drivers. Eh bien, une Mega Squirt 2, si on a mis donc les boards Yaban Racing ou les boards JB Perf avec donc des sorties logiques 5 volts, eh bien on a 4 drivers là qui vont commander les bobines en 5 volts niveau logique. Alors le 5 volts niveau logique, c'est du courant 5 volts qui est très très faible. Vous ne pouvez pas commander une bobine directement avec du 5 volts. Sauf les bobines à module intégré, mais ça on en parlera tout à l'heure. Alors une bobine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une bobine c'est une boîte. Ici on a la sortie pour le fil de bougie. Ici on va dans la bougie. Et il y a le truc qui fait l'étincelle là au bout. Ok? Eh bien comment ça se fait? Comment ça se passe? Eh bien ici on injecte du 12 volts.
Hop, il y a un bobinage. Et ce bobinage, il ressort à la masse. Hop. Et ici, on a un deuxième bobinage qui est à l'intérieur du premier. Et un noyau en ferrite en règle générale. Il y a un deuxième bobinage qui est aussi. Et lui, le deuxième bobinage, eh ben, il est relié à notre fil de bougie. Voilà. Et comment on va commander, comment est-ce que cette bobine fait de l'étincelle? Bien, c'est très simple. La bobine, quand on lui envoie du 12 volts ici, donc du 12 volts, voilà. Donc on lui envoie du 12 volts ici, branché à la masse. Hein. Eh bien, elle va se charger. Le bobinage ici va envoyer du courant dans l'autre bobinage et ça va se charger. Et quand on va arrêter d'envoyer du 12 volts, eh bien, le deuxième bobinage va se décharger dans la bougie et provoquer une étincelle. Alors, les temps de chargement d'une bobine, eh bien, c'est aussi des millisecondes. Hein. C'est pas très très grand. Hein. Quand on injecte du courant dans une bobine comme ça, elle met quelques millisecondes à se charger et quelques millisecondes, voire 1 ou 2 millisecondes à se décharger. Donc ici, là, quand on envoie du 12 volts, eh bien, ça charge. Et quand on arrête d'en envoyer, eh ben, ça se décharge dans la bougie et ça fait une étincelle. Voilà, basiquement, hein, c'est vulgarisé. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le dwell? Dwell. Eh bien, le dwell, c'est le nom qui détermine, qui désigne le temps que l'on va mettre la bobine sous tension pour la charger. Alors le dwell, c'est des millisecondes, donc 1,2 par exemple, ou 1,5 millisecondes, ou 2 millisecondes, ou 2,5 millisecondes, ou 3 millisecondes, ou 3,5, hop, ça c'est tout des dwells, millisecondes, voilà. Donc le dwell, c'est le temps de chargement de la bobine. Ok, c'est le temps qu'on envoie du 12 volts ici, là, pour pouvoir charger cette bobine à l'intérieur. Alors maintenant, nos 3 bobines, là, jumeau statique, bobine crayon, bobine unique, et bien à l'intérieur, c'est tout la même chose. À l'intérieur, là, le fonctionnement, c'est tout pareil. Ça fonctionne, on lui envoie du 12 volts, elle charge, on arrête d'envoyer du 12 volts, ça se décharge, ça fait une étincelle. La seule différence qu'il y a entre ces bobines-là, par exemple entre ces deux bobines, donc entre la bobine jumeau statique et la bobine type General Motors, eh bien c'est que dans la bobine jumeau statique et la bobine unique de type 306, il n'y a pas de module d'allumage incorporé. Tandis que dans la bobine General Motors, là, il y a un module d'allumage qui est incorporé. Un module d'allumage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un module d'allumage, c'est tout simple. C'est un transistor de puissance. Alors, je ne suis pas un expert en transistor, mais un transistor, ça fait à peu près comme ça. Alors, ici, à l'entrée du transistor, dans un rond, là, comme ça. Ici, on envoie du jus. Et ici, c'est la masse. Un transistor de puissance, ça sert tout simplement de switch. C'est un switch qui switch le courant 12 volts très vite. Donc de l'ordre de... en fait, un transistor, selon les caractéristiques qu'il a, eh ben, il va switcher, mais à une vitesse de dingue. On va atteindre des fréquences de switch, des milliers de hertz. Donc on peut largement commander une bobine en lui entrant des millisecondes, il n'y aura aucun problème. Donc les transistors qu'on va utiliser pour la Megasquirt, pour commander les bobines, ils pourront switcher à des fréquences de dingue, ça va contrôler les bobines sans aucun problème. Donc une fois qu'on aura un transistor de commande, eh ben, les deux types de bobines que l'on a, c'est sans transistor incorporé et avec transistor incorporé. Donc les deux premières anciennes générations, donc 306 XSI, 306 S16, ancienne génération, n'avaient pas de module d'allumage incorporé.
Donc on est obligé de rajouter un module d'allumage incorporé sur ces bobines pour les faire fonctionner, un module d'allumage externe pour les faire fonctionner, ou un transistor. Je vais vous mettre ici un kit transistor à l'image, qui est un kit pour mettre dans une Megasquirt 2 ou dans une Megasquirt 3 pour commander en direct en 12 volts une bobine unique, par exemple sur les véhicules à allumeur comme les 205 GTI. Et ben ça marche très bien. Vous avez un allumeur, vous mettez ce petit kit transistor, et ce kit transistor va commander une bobine unique de 205 par exemple. Donc une Megasquirt 2 avec le kit de transistor que je vous ai mis à l'image, et ben ça fait du super boulot sur 205 GTI par exemple. Donc tous les mecs qui ont des 205 GTI avec l'injection pourrie qui marche plus jamais, et ben vous mettez une cible moteur, une cible 36.2 sur le vilebrequin, vous foutez une Megasquirt 2, toute d'origine, hein, sans quasiment rien toucher, et ça remplace très avantageusement votre gestion d'origine qui est un peu pourrie. Hein. On va dire que les plus vieilles gestions que j'ai vues, c'était sur 205 GTI et je les ai trouvées très très pourries. Enfin bon, je sais pas pourquoi chez Peugeot, ils aiment bien les full batch, alors qu'il y a moyen de faire du semi-séquentiel. Par exemple, la dernière fois, qu'est-ce que c'était un collègue qui a un moteur de 405 en full batch, année 98. Et moi, sur ma MX5, année 95, et ben j'ai déjà du 100% séquentiel. Les Japonais, ceux de l'écologie, ils ont fait du 100% séquentiel, et bien pour les normes californiennes, parce qu'en Californie les normes sont beaucoup plus drastiques, donc pour pouvoir vendre les cabriolets MX5 en Californie, ils ont fait du 100% séquentiel pour la pollution et l'économie, alors que chez nous en France, en 98, on avait encore du full batch dans les 405. Voilà. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir que moi je n'aime que le semi-séquentiel et le séquentiel, parce que on arrive à faire plus d'économie, moins de pollution. Bon bref, revenons-en à nos bobines. Donc ici, notre bougie, notre bobine 12 volts, pas de 12 volts. Donc le dwell, temps de charge de la bobine. Alors les vieilles bobines, le dwell, 2, 3 millisecondes, 4 millisecondes, certaines bobines demandent un temps de chargement qui est plus ou moins long, surtout sur les anciennes bobines, on aura des temps de chargement qui seront longs, genre 3 millisecondes. Si vous mettez trop de dwell à l'usage, elles risquent de chauffer. Si vos bobines chauffent, ça veut dire que vous avez mis trop de dwell. Attention, si on branche en continu du 12 volts sur une bobine, eh bien elle grille. Elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe et elle crame. Donc faites très très attention quand vous branchez vos allumages. Vérifiez toujours qu'ils soient bien câblés et n'envoyez pas du 12 volts permanent sur une bobine parce qu'elle va griller. Il faut toujours qu'elle soit contrôlée par la Megasquirt et que la Megasquirt soit vraiment bien réglée pour pas que vos bobines ne se mettent à chauffer et grillent. Donc quand vous mettez une Megasquirt la première fois sur un véhicule, touchez les bobines régulièrement pour voir si elles ne surchauffent pas. Et si elles sont chaudes, débranchez tout de suite. Hein. Vérifiez vos setups et une fois que vous avez vérifié vos setups, rebranchez parce que sinon vous risquez de cramer la bobine tout simplement. Donc bobine ancienne génération, pas de module d'allumage incorporé, donc pas de transistor incorporé dans les anciennes bobines d'allumage. Bobine d'allumage nouvelle génération, eh bien en gros, les bobines d'allumage nouvelle génération, il y a un transistor incorporé, donc on n'a pas besoin de les commander en 12 volts, on peut les commander en 5 volts en niveau logique direct. Donc pas besoin de module d'allumage sur une bobine moderne avec module d'allumage incorporé. Donc en gros, eh ben, ils ont juste mis le module d'allumage à l'intérieur de la bobine, au lieu de l'avoir à l'extérieur de la bobine. Donc si vous avez une bobine à module d'allumage incorporé, vous n'avez pas besoin de l'alimenter, et vous n'avez pas besoin de la commander avec un module externe, et si vous avez un module interne, eh ben, il est déjà dans la bobine. Donc, nos drivers, eux, ils sortent du 5 volts, et une bobine à driver incorporé, ben, ça marche comme ça. Il y a un pin, 2 pins, 3 pins, 4 pins. Ici, on a la bobine, avec ici la sortie de la bobine. On va se brancher sur la bougie, c'est pareil. Donc, une bobine, un module incorporé, au lieu d'avoir un module d'allumage commandé ici en 5 volts par la Megasquirt, et ben on a le module qui est à l'intérieur. Donc on aura un plus, un moins. Donc là, un plus, un moins, plus, moins. Donc en 12 volts. Et les deux autres fils, ce sera un moins. Et le signal de commande en 5 volts
directement qui vient de la Megasquirt. Donc en gros, quand vous avez une bobine à module incorporé, vous pouvez la commander direct avec la Megasquirt en 5 volts niveau logique. Par exemple ces bobines là, je sais pas si on le voit là, hop. Donc ces bobines là, voilà, et elles ont 4 pins, donc 2 c'est des masses, 1 c'est du plus 12 volts et l'autre c'est le signal de commande 5 volts qui vient directement de la Megasquirt. Donc ça facilite beaucoup les montages. C'est avec les années, comme toutes les gestions d'origine fonctionnent à peu près sur les mêmes principes à l'intérieur, et tous les constructeurs se sont mis à faire des bobines d'allumage à module incorporé, donc on n'a plus besoin de module externe. Sinon je vous mets, par exemple ceux qui ont fait de la 205, ils vont voir tout de suite de quoi je parle. Le module d'allumage, je vous en mets un ici à l'écran, hop. Donc voilà un module d'allumage. Ça ressemble à une petite boîte et en fait, il y a un transistor à l'intérieur de cette petite boîte. Donc c'est pas compliqué, hein. Soit le transistor il est dans la bobine, soit le transistor il est dans un module. Et la Megasquirt elle sort toujours du 0,5 volts. Sauf dans le cas où vous utilisez le transistor incorporé que je vous ai mis au début, qui se met dans la Megasquirt et qui commande donc une bobine unique en 12 volts directement. Donc voilà, on a vu grosso modo comment fonctionnent les bobines. Si vous avez des questions que vous n'avez toujours pas compris, n'hésitez pas à poser des questions dans les questions de la vidéo, dans les commentaires de la vidéo, je répondrai, hein, il n'y a aucun souci, avec plaisir. On a vu les bobines, c'est un peu gribouillé dans tous les sens, j'espère que vous avez quand même compris de quoi il en retourne. Je vais effacer tout ça et on va passer au capteur FlexFuel. Alors un capteur FlexFuel, qu'est-ce que c'est? Je vais vous mettre une photo ici, là, du capteur FlexFuel. Donc voilà, je vais tout de suite passer au croquis, parce que là, c'est pas très compliqué, un capteur FlexFuel, il n'y a rien de très compliqué, mais je vais vous expliquer quand même. Donc un capteur FlexFuel, ça se présente comment? Une boîte comme ça, un tuyau qui passe au travers, voilà, une entrée, une sortie. Ici il y a une prise, et ici il y a des petites boules comme ça noires, je sais plus combien il y en a, mais on s'en moque, ça n'est pas important. Ici à l'intérieur, il y a un petit truc qui est branché dans le capteur là, c'est ce qui va mesurer la quantité de bioéthanol dans le mélange. Donc ici pour le brancher sur la Megasquirt, vous cherchez dans, soit vous avez une entrée FlexFuel déjà incorporée, donc mais Microsquirt a déjà une entrée FlexFuel incorporée, MS3 Pro ils ont déjà une entrée FlexFuel incorporée, MS3X ont déjà une entrée FlexFuel incorporée, donc vous n'aurez pas besoin d'y toucher. Donc pour ceux qui n'ont pas ça, qui ont une MS2 ou une MS3 standard, il faudra faire un diviseur de tension, parce que ces capteurs fonctionnent avec un diviseur de tension, mais c'est pas vrai, c'est pour diminuer l'intensité qui rentre dans le voltage qui rentre dans le microcontrôleur. Donc ici ça fonctionne tout simple, on met du 12 volts, ici on met la masse. Attention, hein, les pins, c'est peut-être pas les bons, hein, je les ai pas en tête, hein, l'ordre, il faut que vous cherchiez. Si vous le connaissez pas, vous me demandez, je vous donnerai l'ordre de branchement des fils. Et ici, donc il y a la sortie. Alors comment ça fonctionne à l'intérieur? Eh bien ce petit élément va mesurer deux choses. Le pourcentage de bioéthanol que vous avez qui passe là dans le tuyau. Le pourcentage de bioéthanol qui passe là, lui il va le mesurer, ce petit élément de mesure là, je ne sais pas comment c'est fait, vous pouvez chercher vous-même sur Wikipédia, sur tout ce que vous voulez. Donc il va avoir le pourcentage, donc un pourcentage bioéthanol. Enfin, pas bioéthanol, on dit bio parce que c'est fait avec de la biomasse. Donc le pourcentage d'éthanol dans le mélange, et la température du carburant qui passe, donc la température. Alors pour ceux qui font de la compétition et qui veulent vraiment monitorer un petit peu tout, parce que la température du carburant influe sur la performance maximum du moteur, mais ça c'est vraiment chercher la petite bête. Enfin bon, remarquez que sur certains moteurs turbo très poussés, un carburant rafraîchi plus froid, eh bien ça aide à maintenir le taux de cliquetis
Enfin, ça aide à faire moins de cliquetis, donc la température ça peut être intéressant, mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut avoir, c'est le pourcentage de bioéthanol. Parce que si on ne sait pas quel est le pourcentage de bioéthanol dans le mélange, on peut pas faire du fonctionnement en flex fuel, parce qu'on n'arrive pas à faire une table de carburant si on ne sait pas quel est le pourcentage de bioéthanol dans le réservoir. Donc sachez qu'à la pompe de carburant, le pourcentage de bioéthanol, moi perso, le maximum que j'ai vu c'était 81%. 81% de bioéthanol, et encore pas en Alsace. Chez moi en Alsace, le maximum que j'ai vu c'était 76% de bioéthanol. Voilà, j'ai jamais eu plus de 76%. Je sais pas si vous avez du bioéthanol de meilleure qualité, enfin qui contient plus de bioéthanol. Et ces valeurs-là changent que ce soit en été ou en hiver. Donc en hiver, il y aura moins de bioéthanol, et en été, il y aura plus de bioéthanol. Pourquoi? Parce que le bioéthanol, c'est de l'alcool, hein. C'est un composé à base d'eau, donc ça risque de geler. Donc en hiver, on en met moins. On met plus de super, donc on met plus de carburant, de pétrole. Hein. Plus de pétrole, moins de problèmes de gel, meilleur démarrage du moteur. Donc en fait, en hiver, on n'aura jamais 85% de bioéthanol, on aura toujours plus ou moins 75, 70, et voilà. Donc en gros, nous ce qu'on veut, c'est savoir combien il y a de bioéthanol ici, et en fait, un capteur flex fuel, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et bien ça, c'est un petit microcontrôleur. C'est un petit microcontrôleur, donc ASIC, ça s'appelle ASIC je crois. C'est une abréviation qui dit que c'est un microcontrôleur dédié, qui a été programmé dédié au fonctionnement de ce capteur. Et en fait, ce microcontrôleur dédié, la seule fonction qu'il a à faire, c'est de mesurer donc la quantité de bioéthanol et de faire, ici, dans notre fil de commande, un switch à la masse. Donc je vous ai déjà expliqué, un switch à la masse, regardez donc les vidéos précédentes. Donc lui, il va switcher à la masse. Et il va faire une fréquence hertzienne. Donc il va faire comme ça. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Avec une résistance pull-up. Donc dans la Megasquirt, on aura une résistance pull-up là qui va venir sur le fil du signal. Et on aura aussi une résistance en série ici, avant l'entrée du microcontrôleur. Donc ça, c'est le microcontrôleur de la Megasquirt. Donc ici, on a une résistance. Ici, on a une résistance pull-up. Donc la résistance pull-up fout du 5 volts ici, la résistance là diminue l'intensité ici là, et donc ça rentre après dans le microcontrôleur. Donc en fait on aura un signal carré, donc une fréquence hertzienne, et le microcontrôleur donc du capteur flex fuel va switcher entre 50 Hz jusqu'à 150 Hz. Et ben c'est absolument pas compliqué. À 50 Hz, il y a 0% de bioéthanol. Et à 150 Hz, et ben il y a 100% de bioéthanol. Donc avec la fréquence hertzienne que va émettre notre capteur flex fuel, et bien la Megasquirt va pouvoir déterminer le pourcentage entre 50 et 150 Hz. Donc en fait, c'est tout simple, on soustrait les 50 Hz ici, et on se retrouve avec 0 et 100. Donc 0, 100%. Donc si on a 50 Hz, c'est 0%, si on a 150 Hz, et ben c'est 100% de bioéthanol. Voilà, donc si on est à 100 Hz, et ben c'est 50% de bioéthanol, tout simplement. Voilà. Alors, c'était un petit cours de Megasquirt numéro 4 sur les injecteurs, sur les bobines d'allumage et rapidement sur le fonctionnement du capteur flex fuel. J'espère que ce cours de Megasquirt vous a plu, du tout cours de tuning, cours de fonctionnement des Megasquirt. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez des pouces vers le haut. Si la vidéo ne vous a pas plu, mettez des pouces vers le bas, vous avez le droit. Et moi j'espère que la vidéo vous plaît, comme toujours. Et je vous dis à une prochaine fois. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, bye bye.